Accord. Accord. Corps à corps. Et pour notre corps à corps, on retrouve Guillaume Bernard, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va récupérer votre son. Je rappelle, vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. On en parlait déjà hier aux éditions des Clés de Brouwer. Et encore De colère fracassée dans l'ignorance aux éditions L'Homme Nouveau. Nous attendons d'une minute à l'autre Jean-Frédéric Poisson. Je disais que nous allons poser cette question. Où sont passés les souverainistes? Je parlais du score des élections européennes, mais on peut aussi parler de ce Zoom, puisque où est passé Jean-Frédéric Poisson? Nous avons du mal à le retrouver. Je le présente tout de même, philosophe, président de Via la Voix du Peuple et candidat donc sur la liste L'Europe ça suffit de Florian Philippot. On va revenir, on va faire le bilan avec tous les deux d'abord de ce score des souverainistes et ce qui a pu éventuellement faire peur, mais on va aussi surtout parler de l'actualité, des alliances qui sont en train de se faire ou se défaire, on ne sait pas, c'est beaucoup de couloirs en ce moment. Et pour ça, je vais vous résumer à partir de 3 extraits ce qui s'est passé hier. Il y a eu l'appel solennel de Jean-Frédéric Poisson concomitant avec celui de Florian Philippot. Je vous propose de l'écouter. Nous serons malgré tout au rendez-vous et nous appelons dès ce soir l'ensemble des souverainistes, c'est-à-dire DLF, le Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, République souveraine de Georges Kuzmanovic, François Asselineau et l'Union pour la République, et tous les autres mouvements souverainistes à rejoindre et à constituer avec nous une alliance qui permettra de constituer une véritable opposition à l'occasion de cette élection législative, sans laquelle nous irons immanquablement vers la guerre, vers davantage de pauvreté et vers l'aliénation de notre pays. C'est maintenant que doit se décider cette alliance. Voilà, donc une alliance, un bloc souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Georges Kuzmanovic, le Cercle Aristote, les Patriotes, Via la Voix du Peuple. Voilà l'appel que lance Jean-Frédéric Poisson. Donc finalement, une union des souverainistes qu'il n'avait pas réussi à faire pendant les européennes. On continue dans notre lancée. On écoute, hier, il y avait une réunion donc de la tête de liste Reconquête Marion Maréchal avec le bureau politique du Rassemblement national Jordan Bardella, Marine Le Pen. Voilà ce que dit Marion Maréchal en sortant de ce bureau. Comme vous le savez, j'ai pris le soin à l'occasion de ces élections européennes de faire la distinction entre les adversaires et les concurrents et je n'ai pas concentré mon énergie évidemment à combattre le Rassemblement national qui n'était bien sûr pour moi pas dans cette élection mon adversaire prioritaire. Donc je prends acte de ce cadre. Maintenant, il est temps d'aller en discuter avec Éric Zemmour, puisqu'il y a maintenant un choix qui s'offre à moi, celui de trouver les moyens de faire intégrer les idées de reconquête à ce rassemblement, dans le cadre des conditions posées par le Rassemblement national, ou alors se contenter de laisser Reconquête partir seule dans ces élections législatives. Bon, évidemment, moi j'ai le souhait ardent que nous puissions trouver le moyen de nous rassembler et donc de faire participer ces idées de reconquête à ce rassemblement. Et j'en discuterai donc avec Éric Zemmour pour qu'une décision soit ensuite prise et que nous puissions donc revenir vers Jordan Bardella et Marine Le Pen afin d'en établir le détail et les modalités. Voilà, donc on entend Marion Maréchal qui annonce cette possible alliance avec le Rassemblement national. Elle ouvre ensuite la porte à une alliance également avec Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, qu'on a déjà entendu dans l'Union des souverainistes. Et pour finir, Jordan Bardella, lui aussi, fait ses annonces, toujours à la sortie de ce bureau. On l'écoute. Nous avons discuté et aurons sans doute l'occasion de rediscuter à nouveau avec elle, comme avec d'autres personnalités de mouvements politiques dans le cadre de cette union nationale que j'appelle de mes voeux face à Emmanuel Macron et sur un projet de redressement clair que nous présenterons aux Français dans les prochains jours et avec l'ambition de conquérir le pouvoir, en tout cas à Matignon, dans le cadre d'une cohabitation. Qu'est-ce qui a été acté avec Marion Maréchal ? Alors rien n'a été acté. Pour l'instant, ce sont des discussions. J'ai eu également un certain nombre de discussions avec des cadres des Républicains, à qui je souhaite aussi tendre la main, parce que je crois qu'il est peut-être difficile de gagner seul et que nous avons besoin aussi de faire ce rassemblement. Les Français nous ont mandatés hier
pour bâtir l'alternance. Alors il est clair que dans le cadre d'une cohabitation, les leviers ne sont pas ceux qui nous seraient permis dans le cadre d'une élection présidentielle. On l'a compris, en tout cas des cadres des LR, des LF, on l'a dit, le Reconquête et RN pourraient marcher tous dans un même bateau, ou en tout cas certains éléments de ces différents partis. Alors on en parlait, Guillaume Bernard, hier, mais les lignes commencent à être un petit peu plus précises aujourd'hui. Vous nous disiez il y a une différence entre union des droites et unité des droites. Ici, vous proposiez qu'on récupère finalement les éléments qui allaient dans le même sens des différents partis pour sortir un peu des effets de boutique. Et faire quelque chose ensemble. Est-ce que c'est dans cette ligne-là que cette alliance est en train de se tracer ou pas du tout? Il ne me semble pas que ce soit ce qui se prépare. J'ai plutôt le sentiment qu'on est dans le cadre d'une volonté de la part du Rassemblement national d'élargir son spectre politique, mais à la condition qu'un certain nombre de candidats aux élections législatives, sortants ou nouveaux candidats, passent sous ces fourches codines. Je pense que c'est toujours la logique partisane qui est à l'œuvre, et non pas une logique programmatique et doctrinale. Je pense que ce n'est pas sur la base, je dirais, d'un véritable programme commun, mais sur la base d'intérêts partisans que ces différents ralliements au Rassemblement national sont susceptibles de se mettre en place. Voilà. Moi, Oui. je maintiens ce que je vous ai dit hier. À mon avis, il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura que des ralliements. Mais si, par exemple, vous voyez certains... Quand Jordan Bardella dit peut-être certains cadres LR, ça veut dire que dans ce cas-là, ils seraient exfiltrés d'une certaine façon des LR pour aller potentiellement dans un parti qui leur correspondrait mieux, qui serait le Rassemblement national, ou en tout cas être sous cette étiquette pour les élections. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire malgré tout qu'il y a quelques éclaircissements qui vont être faits, au moins dans la boutique LR? On sait très bien que tous les partis politiques sont, comment dire, des auberges espagnoles, c'est-à-dire que s'y réunissent des personnes qui peuvent avoir des opinions assez divergentes. Donc si des LR ou des Reconquêtes rallient finalement le Rassemblement national, ils seront sans doute plus honnêtes avec leurs propres électeurs. Mais pour autant, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas comment dire, un programme commun qui est construit, c'est bien le ralliement à une organisation qui leur permettra de gagner une élection. Oui. Et c'est peut-être une clarification qui est souhaitable et qui sera bénéfique aux électeurs. Oui. Simplement, je maintiens que c'est bien des personnes qui vont provoquer une scission dans leur propre organisation. À l'évidence, Reconquête est au bord de la scission, par exemple, pour rallier le Rassemblement national, ou du moins rallier une structure dans laquelle il y aurait de manière omnipotente le Rassemblement national, et puis ensuite quelques individus par-ci, par-là. D'après les informations que l'on peut avoir, le RN a l'intention de négocier avec des individus et non pas de négocier avec des organisations autres que lui-même. Donc, dans ces conditions, moi, je maintiens mon analyse, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne permettra pas une clarification, et on se doute bien que le Rassemblement national a une double logique, je dirais, dans cette stratégie. D'une part, assurer, je dirais, son hégémonie sur le camp politique de la droite, et puis d'autre part, essayer d'avoir le maximum d'élus pour essayer d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les projections que l'on a pour l'instant... Mais ça, par exemple, vous ne comprenez pas aussi qu'ils cherchent à avoir un maximum d'élus, quitte à faire une clarification après? Je comprends parfaitement qu'ils cherchent à avoir le maximum d'élus. Tout le problème, c'est de savoir, est-ce que ces élus ont une colonne vertébrale doctrinale claire? D'accord. Moi, je pense qu'ils n'ont pas de colonne doctrinale claire. C'est tout ce que je dis. Et je pense qu'il faut commencer, pour faire véritablement un rassemblement capable de gouverner, qu'il y ait un programme un programme commun pour que ça s'appelle un rassemblement. Si en revanche les personnes se rallient au programme du Rassemblement national, ça ne s'appelle pas
évidemment une alliance, ça s'appelle des ralliements. C'est Mmh. tout ce que je dis, mais peut-être que les électeurs souhaiteront cela et que ça permettra au Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Oui. C'est ce que je voulais vous dire, pardonnez-moi, les projections aujourd'hui nous donnent la possibilité pour le RN d'avoir entre 240 et 305 députés. Alors, la majorité est absolue, est à 289 députés. Autrement dit, aujourd'hui se joue la question de savoir est-ce que le RN aura suffisamment de députés de sa propre écurie ou de ralliés Mmh. pour pouvoir ne pas risquer une motion de censure à l'Assemblée nationale. C'est ça l'enjeu. J'ai bien compris. Alors, une question avant de donner la parole à Florian Philippot. On a trouvé un autre souverainiste, frexiteur, puisque, Jean-Frédéric Poisson, a disparu, faut le dire. Alors, mais d'abord, je voulais vous demander ce que vous pensiez, justement de ce qui se joue en ce moment à Reconquête. Vous avez entendu les extraits qu'on a diffusés. Cette, peut-être division déjà, dont on avait déjà parlé entre, 2 politiques, celle de Marion Maréchal qui, depuis le début, souhaitait ne pas parler d'ennemis, d'adversaires, mais de concurrents pour parler du Rassemblement national. L'équipe Éric Zemmour, Sarah Knafo qui avait une vision différente des choses. Aujourd'hui, Marion Maréchal qui sort du bureau politique avec le Rassemblement national et qui annonce un peu... et donc qui met finalement Éric Zemmour et Sarah Knafo devant le fait accompli en disant voilà, il y a ce choix qui s'offre à moi et donc à vous. Comment vous analysez ce qui se joue en ce moment alors à Reconquête? Ah bah, je pense que c'est la scission de Reconquête qui va se jouer dans les heures ou les jours qui viennent. Il est évident que Marion Maréchal souhaite, eh bien, avec un certain nombre de ses colistiers ou de ses amis, eh bien, obtenir l'investiture du RN dans un certain nombre de circonscriptions, ou du moins l'absence de candidats RN contre eux dans un certain nombre de circonscriptions, et que Éric Zemmour, lui, avait comme ambition, lorsqu'il a créé Reconquête, de se substituer au RN. Bon, il n'a pas réussi à le faire à la présidentielle, il continue dans cette voie. Moi, je dois vous avouer que j'ai fait partie de ceux qui, il y a quelques années, avait souhaité que, eh bien, il y ait une candidature alternative à Marine Le Pen à la présidentielle, mais j'avais écrit, et je le maintiens, et je vous ressortirai l'article au besoin, que on peut être, comment dire, une alternative à Marine Le Pen et au Rassemblement national, tout en étant, je dirais, parfaitement correct avec eux et préférer que ce soit eux qui gagnent des élections plutôt que d'autres, non pas en cherchant à se substituer à eux, mais en cherchant à, évidemment, prendre la place de l'autre concurrent C'est-à-dire de les la LR. présidentielle. C'est-à-dire que Éric Zemmour a fait le calcul de dire pour gagner à la présidentielle, il faut que je prenne la place de Marine Le Pen. Et moi, je maintiens que pour gagner une présidentielle, il faut être en face de Marine Le Pen, tout en n'étant pas nécessairement hostile de manière sectaire à Marine Le Pen. Voilà. Donc, je crois que incontestablement, Reconquête est au bord de la scission et on Mais verra bien ce que quelle stratégie aurait-il vous leur auriez conseillé d'avoir quelle stratégie exactement quand vous dites en face de Marine Le Pen, ça voulait dire quoi? Mais ça veut dire prendre la place d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, effectivement, si vous voulez, une force politique, elle n'existe pas que par elle-même. Elle existe aussi en raison de son positionnement sur le spectre politique. Et une force politique, les forces politiques interagissent les unes par rapport aux autres. Eh bien, je pense que un discours qui reposerait sur l'idée de l'autorité de l'État, la souveraineté de la nation, les libertés économiques ou le principe de subsidiarité, l'identité, la dignité de la personne. Ce discours-là, si vous regardez les enquêtes d'opinion, eh bien, elle rassemble l'écrasante majorité de l'électorat de droite ou la quasi-totalité de l'électorat de droite et, on peut le dire, une majorité de Français. Eh bien, il y a la possibilité, me semble-t-il, d'exister sur le spectre politique et non pas de chercher à se substituer à Marine Le Pen, mais chercher à être présent sur ce spectre politique-là et de pouvoir atteindre le second tour de la présidentielle sans pour autant chercher à se substituer à Marine Le Pen. Alors, je le dis très clairement, aujourd'hui,
la situation politique est telle que le Rassemblement national a obtenu une position à la fois électorale et symbolique qui est telle qu'une telle possibilité paraît parfaitement ou très peu envisageable maintenant. Oui. Aujourd'hui, la victoire la plus vraisemblable, c'est celle du Rassemblement national, et il faut maintenant que le Rassemblement national, eh bien, se confronte à l'exercice réel du pouvoir, et une fois que le RN se sera confronté à l'exercice réel du pouvoir, il y aura peut-être, eh bien, une recomposition politique, l'émergence de nouvelles forces politiques, une fois que cette expérience aura été faite. Oui, oui. Alors on a, je vais d'abord accueillir Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et merci d'être avec nous, président des Patriotes et tête de liste de cette liste L'Europe, ça suffit, pour les européennes. On est donc en train de parler avec Guillaume Bernard de toutes ces annonces qui ont été faites hier. On a pu voir et entendre votre appel conjoint avec Jean-Frédéric Poisson pour un bloc souverainiste. On a entendu d'un autre côté, j'ai diffusé un petit peu plus tôt celui de François Ruffin pour un front populaire. Et puis on a entendu aussi Marion Maréchal et Jordan Bardella sortir de leur réunion politique et parler d'une alliance de droite. Alors, Florian Philippot, je reste un petit peu avec vous. D'abord, on se dit le bloc souverainiste, c'est une excellente idée, mais pourquoi n'a-t-il pas été possible de le faire pour les élections européennes? Et à votre avis, que s'est-il passé aussi pour ces élections où on peut considérer, en tout cas les souverainistes peuvent considérer que le résultat est décevant? Pourquoi il n'a pas pu être fait totalement avant les européennes? Très bonne question. Nous l'avions proposé. Il faut poser la question à ceux qui n'ont pas voulu le faire. En l'occurrence, nous avons fait une liste de rassemblements avec Génération Frexit et avec le mouvement Via la Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson, effectivement, et évidemment les Patriotes que je préside, plus l'ouverture, comme vous le savez, à différentes personnalités. Voilà. Après, ça n'a pas pu se faire parce que nous avons eu en face des refus. C'est tout simple. Donc, on n'est pas responsable du refus des autres. Un rassemblement doit être accepté par les deux parties pour être fait. Maintenant, les européennes sont passées. Depuis l'annonce de la dissolution, nous sommes dans un nouveau temps politique. Et il se trouve que la situation est simple. Malheureusement, Macron est maître du calendrier. Oui. Macron a choisi le moment où il a fait cette dissolution, il a choisi de la faire évidemment en plus extrêmement rapidement. Du inédit dans la Ve République, puisque même en 68, le général de Gaulle avait laissé quelques jours de plus de campagne quand il avait fait cette dissolution en plein pendant les événements de 68. Bon. Là, ça va être 15 jours de campagne, entre guillemets, il n'y a même pas de campagne en réalité. Et puis, quelques jours là pour faire les documents électoraux. Enfin, oui. Vous savez que les imprimeurs réclament les documents maintenant. Mais bien sûr, non, mais c'est délirant. Les délais sont impossibles à tenir, oui. C'est impossible à tenir, sauf si vous êtes déjà prêt. Si vous êtes déjà au pouvoir et que vous savez déjà le scénario à l'avance, ou que vous êtes à une énorme machine qui a des dizaines de millions d'euros par an de subventions publiques, bon, bah, dans ce cas-là, on peut faire les choses à votre place. Mais... donc ça, c'est la première chose. Donc c'est dommage que les oppositions, alors qu'elles avaient depuis 2 ans la majorité, n'aient pas imposé leur calendrier à Macron. Mais elles le subissent. Bon. Maintenant, la situation arrive. Que va-t-il se passer? Soit le RN a la majorité absolue et il prend le gouvernement. OK. Dans ce cas, moi je le dis, Macron leur aura laissé le bébé au pire moment. Oui. Il faut constituer le budget 2025. C'est une équation terrible. Il faut, il y a les JO 2 semaines plus tard. Oui, qui sont mal partis. Oui, il y a le contexte ukrainien, et n'oublions pas que Macron resterait président de la République et donc chef des armées, et puis largement en charge de la diplomatie et de la politique étrangère, et on sait qu'il s'amuserait, à mon avis, à mettre beaucoup d'huile sur le feu. Il y a possiblement, on le sait, la révolte paysanne qui va reprendre, etc. etc. OK. Le bloc souverainiste, quel est son but aujourd'hui? Pas de prendre le gouvernement, on va être réaliste. On ne va pas gagner une majorité absolue de députés si tant est qu'on a des candidats là aux élections législatives. Mais c'est d'incarner une force, un bloc cohérent dans ses idées qui incarnera l'alternative. Parce que moi, je prédis que s'il y a un gouvernement RN là, ivresse du mois de juin, gueule de bois en septembre. Hein. Parce que ça va aller vite, la dégringolade. Si le RN continue avec son projet aujourd'hui, qui est un projet de maintien dans l'Union européenne, dans l'OTAN, dans Schengen, dans l'euro, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais rester un petit peu sur votre gueule de bois, justement. Et parce que oui, les gens vont se rendre compte extrêmement vite que rien ne change
et que le RN, face aux très graves défis que je viens d'en citer, mais il y en a d'autres, hein, qui va devoir affronter, ne sera pas capable de les gérer parce qu'il n'a pas les outils idéologiques pour pouvoir apporter une vraie rupture. Alors, Florian Philippot, le bloc souverainiste sera la grande alternative à ce moment-là. On va revenir sur le bloc souverainiste, ne vous inquiétez pas. Je voulais quand même vous faire réagir, puisque vous parliez de cette gueule de bois, de cette grande alliance, union des droites, vous l'appelez comme vous voulez, qui est en train de s'organiser. RN, Marion Maréchal sort du bureau de Jordan Bardella et Marine Le Pen hier. Elle annonce donc une alliance. Elle met un peu Éric Zemmour devant un fait accompli aussi, avec derrière Jordan Bardella qui dit qu'il est aussi en train de discuter avec des cadres du LR. Donc c'est une grosse union. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance, cette union des droites que peut-être une autre époque vous auriez pu valider, non dans votre... Pas sur ce programme. Non, mais moi, je n'ai jamais été pour une union des droites ou des gauches. Je ne crois pas au clivage gauche-droite. J'ai toujours été pour l'union des souverainistes et des patriotes, mais pas avec le programme qu'ils portent actuellement. Le programme actuel du RN, c'est un programme de maintien dans toutes les structures supranationales. Donc, ce n'est pas un programme de rupture. C'est un programme qui, s'il est appliqué, fera que les Français auront du mal à se rendre compte dans leur vie qu'il y a un changement par rapport à l'ère Macron. C'est tout. Il n'y aura pas de changement fondamental, mais peut-être faut-il que les Français tentent cette affaire pour évacuer cette hypothèse définitivement. Voilà, il aura peut-être fallu qu'ils la tentent avant de se rendre compte que c'était évidemment une imposture. Depuis que le RN veut rester dans l'Union européenne, l'euro, Schengen, l'OTAN, le marché européen d'électricité, l'OMS, ce que vous voulez, que voulez-vous qu'il apporte comme changement réel? Ça va être vraiment à la marge de la virgule. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils essaient d'unir des gens qui sont sur cette ligne-là. Ok, c'est assez logique. Reconquête est en train d'exploser, parce que ce n'est pas une alliance du tout avec Reconquête. C'est le retour de Marion Maréchal. Ce qui n'a rien à voir, ce qui était prévu probablement aussi depuis longtemps, d'autant qu'il y a un facteur familial qui rend les choses beaucoup plus aisées, et on est bien au-delà de l'alliance politique. On est sur un caractère plus privé, plus personnel concernant Marion Maréchal. Et donc, je pense que nous verrons bien après l'ouverture à d'autres personnalités LR, etc. Ils font le coup à chaque fois et on ne sait pas si c'est vrai parce qu'à chaque fois ils agitent, ils disent nous sommes en train de discuter avec des personnalités de LR. Et puis la plupart du temps on voit rien derrière. Je ne sais pas s'ils le feront, mais ce serait pas, du point de vue idéologique, ce serait pas impossible parce que le RN s'étant tellement normalisé, il est logique qu'il puisse faire aujourd'hui une alliance avec des LR, y compris quasiment macronisés. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où Macron, à mon avis, reste maître des horloges, marionnettiste derrière tout ça, très affaibli certes, mais c'est quand même lui qui a choisi le moment, les conditions. Oui, c'est sûr. Et donc, ça nous oblige encore plus, nous, à être rassemblés, à être sur une force alternative extrêmement conséquente, attractive, et à travailler plus que jamais. Alors, beaucoup de choses encore à dire, donc on va essayer d'être efficace. D'abord, Guillaume Bernard, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Florian Philippot ? Oui, je voudrais ajouter à ce qui a été dit, c'est-à-dire le fait que Emmanuel Macron reste chef de l'État et donc conserve ce qu'on appelle communément, même si l'expression est juridiquement fausse, le domaine réservé, c'est-à-dire la défense et les affaires étrangères. Que c'est donc lui qui va continuer à négocier dans le cadre des institutions européennes l'évolution des traités qui est a priori prévue pour l'automne prochain. Je voudrais ajouter une chose. Le Rassemblement national arrivant au gouvernement, ce qui vraisemblablement va avoir lieu, ne disposera pas du pouvoir constituant, c'est-à-dire ne disposera pas de la possibilité de réviser notamment l'article 11 de la Constitution pour soit faire un véritable référendum d'initiative populaire, soit élargir le domaine du référendum. Et puis, il y a également le pouvoir juridictionnel qui lui échappera, c'est-à-dire le fait que le Conseil constitutionnel aura la possibilité de censurer les éventuelles lois qu'il fera passer au Parlement. Donc, je dois dire que Emmanuel Macron, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Il a été un fin stratège. Il met les Français au pied du mur. Est-ce que vous voulez vraiment du Rassemblement national au gouvernement? Et puis ensuite, il met le Rassemblement national au pied du mur. Est-ce que vous êtes véritablement capable de gouverner? Je crois que c'est important d'avoir ces éléments-là en tête. Gouverner dans les pires des conditions.
Exactement. Alors ça ne veut pas dire qu'en revanche, il ne faut pas, si les électeurs le souhaitent, préférer le Rassemblement national à la NUPES. Hein. Moi, je crois que la politique, c'est une des forces politiques qui interagissent les unes sur les autres, mais c'est aussi une question de proximité. De qui est-on le plus proche ou de qui est-on le plus éloigné? Bon, le thème que vous m'aviez annoncé de l'émission, c'était la raison pour laquelle les souverainistes n'avaient pas réussi à percer Oui, pour ces élections européennes. Moi, si vous le permettez, bien en sûr. quelques mots, je vois trois raisons. Une raison médiatique, une raison sociologique et une raison doctrinale. Très bien. La raison médiatique, c'est la conspiration du silence. Aucun des partis politiques, des gros partis politiques, n'avait intérêt à mettre sur le tapis, à mettre dans le débat la question des traités européens. Bon, bon, voilà, pour dire les choses rapidement. La deuxième raison, la raison sociologique, et là, pour le coup, peut-être que certains souverainistes sont un peu fautifs quand même là-dedans, c'est d'une certaine manière l'aveuglement, voire peut-être la veulerie de certains électeurs. Si vous voulez, c'est évidemment plus simple d'accepter l'idée que eh bien, les choses vont se résoudre sans faire d'efforts, sans qu'il y ait véritablement à remettre en cause sa propre responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve. Bon, et donc si on vous dit Oui. on va pouvoir régler les problèmes sans remettre en cause la construction européenne telle qu'elle se fait, si on va pouvoir régler les problèmes sans remettre en cause les finances publiques telles qu'elles existent actuellement, Oui. bah évidemment, d'une certaine manière, eh bien la pente est plus simple et donc évidemment les électeurs se En gros, le précipitent. Frexit fait peur, pour simplifier. Pas seulement ça, c'est pas qu'il fait peur, c'est simplement qu'on nous dit qu'on peut régler les problèmes sans le Frexit ou sans une réforme profonde des finances publiques. Parce que Florian Philippot l'a dit, le gros problème auquel va être confronté le RN, c'est la préparation du budget. Or, je n'ai pas de sympathie particulière pour François Fillon, mais rappelez-vous qu'il l'a dit il y a déjà plus d'une dizaine d'années, la France est au bord de la banqueroute et il faut que les Français en prennent conscience. Bon. Et puis, il y a une troisième raison, la raison doctrinale. Si vous considérez que la nation est une construction artificielle, bon, est issue d'un contrat social. Pourquoi voulez-vous que vous ne considériez pas que l'Europe l'est aussi une construction artificielle? Donc, dans ces conditions, si on évacue l'idée que la nation est un corps social inscrit dans un ordre des choses, que l'Europe est une civilisation qui est un corps naturel inscrit dans un ordre des choses, eh bien, évidemment, si vous n'admettez pas cela, vous ne pouvez pas envisager l'idée du Frexit, l'idée de la souveraineté et l'idée, pourquoi pas, d'une construction européenne basée sur le principe de la subsidiarité. Oui. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas nécessairement hostile à la construction européenne, mais à condition, naturellement, que s'applique ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne délègue à l'échelon supérieur que ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. Or, on le sait bien, la construction européenne aujourd'hui fonctionne selon un fédéralisme de type coopératif allemand, c'est-à-dire où c'est en fait le Bund, l'État fédéral, qui décide si les Länder, si les États-nations sont ou non capables d'exercer une compétence. Donc, je crois qu'il y a un enjeu doctrinal. Les Français ne sont absolument pas conscients et aucun des partis politiques ne les aide à comprendre que l'enjeu est dans la question de la définition des corps sociaux. Est-ce que ce sont des constructions artificielles, par exemple, dans l'Europe, on peut faire rentrer la Turquie, ou est-ce que c'est une civilisation, un corps social naturel, de la même manière qu'est la nation? Vous faites la distinction entre le droit naturel et le droit légal, et finalement, on peut faire de la vraie politique où on impose des choses, pas besoin de jouer dans leur propre jeu, finalement, et dans leurs propres règles. C'est un peu ce que nous disait Guilain Benessa hier, mais même ce qu'expliquait Sarah Knafo à notre micro la dernière fois. À ce sujet, évidemment, Jean-Frédéric Poisson, je vais vous faire réagir juste après sur ces trois raisons de l'absence, ou enfin de la présence faible des souverainistes dans ces dernières élections. Mais avant, je voudrais vous faire écouter justement Guilain Benessa qui était à notre micro hier comme ça vous pourrez réagir à tous ces points en même temps. On écoute Guilain Benessa. Maintenant, pour vous répondre clairement, sur les souverainistes hardcore, on va dire, ou les vrais souverainistes pur sucre qui ont tenté de se faire entendre, je pense évidemment à François Philippot, à Asselineau, à Kuzmanovic et à d'autres. Moi, j'ai publié, je vous avoue, là je vous raconte ma vie, mais j'ai publié un édito hier dans le JDD avec Guillaume Bigot, donc on a repris la plume à deux pour témoigner du fait que de toute façon,
les Frexiteurs, comme on dit aujourd'hui, et j'ai rien contre eux, au contraire, je veux dire absolument rien, ils ont un problème de fond, c'est qu'ils se sont construits avec le Frexit une impasse, ce que j'appelle souvent le couloir de la mort, parce qu'à force d'agiter le Frexit à tout bout de champ, ils sont devenus de façon un peu caricaturale une sorte de veine nostalgico-réactionnaire qui est un repoussoir parfait pour le pouvoir en place, notamment pour le camp européiste. Donc ils se sont mis eux-mêmes en marge d'une possibilité d'exister sur un plan idéologico-politique, on va dire. Voilà. Vous avez entendu donc le couloir de la mort de Guilain Benessa et les 3 raisons de Guillaume Bernard, Florian Philippot. Je résume: une raison médiatique avec cette conspiration du silence, une raison sociologique et une raison doctrinale. Que pouvez-vous répondre, Florian Philippot ? Moi, je pense, si vous voulez, que premièrement, il y a une responsabilité qui est la nôtre de ne pas avoir fait une liste entière de rassemblement. Parce qu'il est évident que si on avait eu une liste forte souverainiste, cette unité aurait pu enclencher un début de dynamique. Et vous savez qu'on a besoin d'un début dynamique dans une élection proportionnelle parce que c'est à partir du moment où les gens vous repèrent proche du seuil des 5%, et après ça ne fait que se renforcer. Plus vous êtes proche du seuil des 5%, plus les gens se disent ça a un intérêt de voter pour eux parce qu'ils auront des élus. Et après, vous êtes piégé quand vous êtes donné sans arrêt voire assez largement sous le seuil des 5%, parce que les gens, même qui vous aiment bien ou qui pensent la même chose que vous, ne voient plus l'intérêt, entre guillemets, de voter pour vous. Et ça, honnêtement, nous, on ne peut pas nous accuser. On a vraiment tenté de faire la liste unique, qui est un grand rassemblement. On a tendu des mains. On a même depuis des années essayé de construire ça dans des événements hors électoral. Moi, j'ai fait une journée souverainiste dès le 4 juillet 2020, si vous voulez, où j'ai invité toutes les personnalités, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Yves Rougeron déjà à l'époque, vraiment toute la possibilité de tout ce qu'offrait le camp souverainiste avait déjà été conviée. Vous voyez, donc on a construit ça au long cours, même au-delà des périodes électorales. Bon, là, nous, on l'a fait en partie sur notre liste, mais ça n'a pas pu être fait totalement. Il y a eu ça. Deuxièmement, après, c'est hors champ, ça ne nous concerne pas, mais je veux dire, moi, je n'ai jamais vécu une campagne où les médias étaient aussi focalisés sur quelques listes présélectionnées. Et ça a une influence immense. Quand les gens voient toujours les 7 mêmes têtes de liste, matin, midi et soir, pendant 3 mois à la télévision, à la radio, ça a une influence énorme. Ça a une influence, évidemment, sur les électeurs. Je vais même vous dire, ça a une influence le jour du vote sur les agents qui organisent le scrutin dans les bureaux. Parce que nous, dans beaucoup de bureaux, on a constaté que nos bulletins de vote n'étaient même pas entreposés. Parce que les agents, de bonne foi, pensaient qu'il n'y avait que les 7 listes présentes à la télévision qui avaient imprimé des bulletins de vote et que les autres, par définition, c'était des listes pour lesquelles il fallait imprimer le bulletin chez soi. Ce qui était le cas, effectivement, pour pas mal de listes, mais pas toutes. Et pas la nôtre, par exemple. Nous, on avait fourni, comme les autres listes, comme les 7 médiatisées. Oui, vous étiez donné le mal d'avoir des... Alors, ça coûtait cher. Ça coûte très cher et on les a fait. Et les mairies, d'ailleurs, quand elles cherchaient, elles trouvaient un carton dans un coin. Ah oui, pardon, on l'a reçu, mais alors, on l'a entreposé à 15h, à 16h et au fin des opérations de vote, 18h. On a eu, comme jamais, des problèmes comme ça. D'ailleurs, on va écrire à Darmanin, on a fait des réclamations, on a eu les préfectures toute la journée au téléphone. Mais bon, au-delà de ça, problème médiatique et donc problème le jour du vote. Et 3, je suis totalement d'accord avec ce qui avait été dit par Guillaume Bernard, la conspiration du silence. Les autres partis, s'étant tous ralliés à l'Union européenne, ne veulent absolument plus parler de souveraineté. Et ça, je veux dire, moi, j'ai vécu des vraies campagnes européennes. Je me souviens de ma première, en 99. J'avais même pas encore le droit de vote à quelques mois après, mais j'étais du côté de la liste Pasqua-Villiers parce qu'il y avait une espérance souverainiste. Et il se trouve que je me souviens très bien qu'on parlait beaucoup de souveraineté dans cette campagne. Et il y a eu d'autres campagnes où on parlait de la question souverainiste. Aujourd'hui, les partis dits d'opposition s'étant tous ralliés, ne souhaitant plus du tout parler de la souveraineté nationale, mais parler uniquement des conséquences du projet mondialiste et de plus jamais revenir aux causes. Mais le mot souveraineté revient, mais pas forcément à bon escient. Oui, non, mais maintenant, il l'utilisait comme un élément marketing, avec Macron qui vous parle de souveraineté européenne, ce qui est une catastrophe, et avec les autres qui en face se disent souverainistes parce qu'il faut encore faire croire, quoi, parce que le RN s'est rendu compte qu'il y avait encore plus de la moitié de son électorat, voire les 2 tiers, qui est frexiteurs. Donc, il ne faut pas non plus totalement les brusquer. Mais c'est tout, c'est que du marketing. Sur le fond, ils ne veulent surtout pas ce débat-là, et nous n'avons pas pu l'avoir. Moi, à aucun moment, contrairement à 2019, où les médias étaient plus ouverts, les débats en 2019 à la télé se faisaient à 12 ou 13 listes. Systématiquement. France 2, BFM, CNews, LCI. Cette fois, ils se sont fait systématiquement à 7 ou 8 listes.
Voilà. Bon, ça, on a compris la conspiration. Et donc, on n'a pas pu, moi, j'ai pas pu, j'aurais aimé confronter un moment Jordan Bardella, Marion Maréchal, ou même Manon Aubry sur son projet social, eux sur leur projet migratoire, par exemple, pour leur dire comment vous allez faire tout ça en restant dans Schengen, dans l'Union européenne et dans l'euro. Ça m'intéresserait beaucoup. Et là, on aurait eu un vrai débat de fond. Mais c'est vrai que ce débat, ils ne pouvaient pas l'avoir entre eux puisqu'ils étaient d'accord entre eux. Oui. Alors, dernière question pour vous, Florian Philippot, et puis le mot de la fin pour Guillaume Bernard. Vous pensez que cette fois-ci, ça marcherait, cette alliance que vous n'avez pas réussi à faire pour les élections européennes ? Mais écoutez, je ne sais pas si ça marchera fort ou pas. Je pense qu'on n'a juste pas le choix. C'est tout. Et que de toute façon, ça conditionne aussi notre présence aux élections législatives. C'est-à-dire qu'une élection qui se fait en 15 jours, qui coûte monstrueusement cher et dans laquelle on doit rendre des bulletins de vote en 3 jours, etc., si nous ne sommes pas un socle fort suffisamment rassemblé dans ce bloc souverainiste, personne ne pourra y aller. C'est impossible. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, oui, je crois que ça créerait une dynamique. Je ne dis pas que ça fera 290 députés, c'est pas du tout ce que je dis. Je suis quelqu'un de réaliste et je ne fais pas croire des choses fausses aux gens. Mais je dis que de toute façon, quoi qu'il se passe le 7 juillet, second tour, avec la majorité qui sortira n'aura pas le logiciel pour redresser la France et pour affronter les crises terribles qui arrivent et sur lesquelles Macron va jouer. Macron est un apprenti sorcier. C'est un manipulateur. Mais vous allez réussir en si peu de temps à, vous réussir à organiser cette alliance et deux, avoir les non, mais le bloc souverainiste, je ne dis pas qu'on va le faire dans la semaine. Si nos partenaires DLF, UPR et les 3 personnes à qui on sait, enfin les 3 mouvements à qui on s'est adressé, les Républiques souveraines, nous disent qu'elles ne veulent pas, eh ben on le fera pas. On le fera pas là. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, quand je disais ivresse de juin, gueule de bois de septembre, c'est qu'à un moment ou à un autre, les Français vont se réveiller en disant on s'est encore planté, on n'a pas choisi la bonne opposition puisque le RN n'a rien changé à nos vies. Et vers qui se tourneront-ils à ce moment-là ? Il faut qu'ils puissent se tourner vers une force qui soit suffisamment rassemblée, crédible et très claire sur ses positions pour qu'elle apparaisse comme effectivement crédible, comme alternative. Et donc, nous avons ce devoir d'incarner cette alternative. Affaire à suivre sur cette alternative. Florian Philippot, on a entendu votre appel. Guillaume Bernard, le mot de la fin. Que pensez-vous d'abord de l'appel de Florian Philippot et Jean-Frédéric Poisson ? J'en pense que tout simplement, il ne peut y avoir l'émergence d'une nouvelle force politique que dans la mesure où les personnes se rassemblent en fonction d'un principe de proximité. Donc, dans ces conditions, il me semble qu'il y a des possibilités, évidemment, de convergence avec des personnes qui, a priori, pouvaient apparaître comme n'ayant pas nécessairement le même logiciel. J'ai beaucoup de personnes qui se sont interrogés, j'ai croisé pas mal de personnes qui se sont interrogées sur la raison de l'alliance Poisson-Philippot aux européennes. Et il m'a semblé que une des explications qu'ils avaient données était assez convaincante, qui était de dire, on défend les libertés du point de vue, je dirais, de la construction européenne, liberté des États-nations vis-à-vis de la construction européenne et liberté des Français vis-à-vis de la puissance étatique. Rappelons-nous de l'épisode du Covid et des confinements. Et ça m'est apparu assez naturel qu'ils convergent. Et donc, s'ils ont l'intention de le faire, pour la suite des opérations et la suite des élections, moi je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à suivre. En tout cas, moi, comme analyste et comme force de proposition, je dirais, de conception doctrinale et sociologique, écoutez, je suivrai cette initiative intellectuellement avec intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons suivre cette analyse de tout ce qui se passe en ce moment avec Jérôme Sainte-Marie. D'ailleurs, je ne sais pas si Guillaume Bernard, vous souhaitez peut-être poser une question à Jérôme Sainte-Marie que nous allons recevoir juste après. Florian Philippot, je crois qu'il nous a déjà quittés. Guillaume Bernard, est-ce que vous souhaitez poser une question et Jérôme Sainte-Marie pourra répondre une fois qu'on aura évidemment annoncé son arrivée?
Écoutez, moi en tout cas, je suis très intéressé par les analyses qui ont été proposées par Jérôme Sainte-Marie. Je sais qu'il est investi dans le cadre du Rassemblement national pour s'occuper de la formation des cadres justement de cette organisation. Ce qui m'intéresse plus, évidemment, ce sont ces analyses sociologiques et politiques. Il est clair que sa proposition de conceptualiser, je dirais, la vie politique sur la base, d'une part, d'un bloc populaire qui prend peu à peu conscience de lui-même et d'un bloc élitaire, est une des clés, incontestablement, d'interprétation des résultats électoraux et de la percée du Rassemblement national, qui est incontestable et qui aboutira vraisemblablement à ce que le RN puisse accéder au pouvoir d'ici un mois, étant donné, je dirais, les circonstances dans lesquelles il arrivera. Je le maintiens ici. Ça ne veut pas dire naturellement qu'ils ne doivent pas le faire, parce qu'il doit prendre ses responsabilités, mais ça risque d'être effectivement extrêmement difficile pour lui de mettre en œuvre une politique pleine et entière, eu égard au fait qu'il ne disposera pas de toutes les manettes. Donc, c'était pas vraiment une question, c'était une confirmation. J'ai pas vraiment de questions à lui poser. Voilà. Merci Mais en beaucoup. tout cas, j'ai de l'intérêt incontestablement pour les travaux qui sont les siens. Voilà, très bien. On prendra le temps de revenir sur ces travaux et l'actualité de ces travaux et de ces analyses aujourd'hui, puisque ce bloc, il se dessine bien quand on voit Paris, qui est la seule zone qui n'est pas bleue dans toute la France. On y revient dans quelques secondes. Du point de vue des départements, attention, parce que les métropoles, Nantes par exemple, dans mon coin, Nantes, Rennes sont restées des villes hostiles au Rassemblement national. Oui. Mais de manière globale, à département, la loi Atlantique, Nantes, les Rennes donne le Rassemblement national en tête. Tout à fait, mais on va revenir sur toutes ces cartes évidemment dans quelques instants avec Jérôme Sainte-Marie. Merci encore Guillaume Bernard. Je rappelle votre livre La guerre à droite aura bien lieu aux éditions d'Esclés de Brouwer, plus que jamais d'actualité. Merci Guillaume Bernard. Merci beaucoup Florian Philippe.